Bienvenue à toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes le temps que les retardataires arrivent. D'ores et déjà, si vous entendez bien, si vous voyez bien ce qui se passe, vous pouvez le signaler en bas dans la partie chat, qu'on puisse être sûr d'être bien entendu, parce que le sujet d'aujourd'hui va être très important. Il est important de comprendre tout ce qui se dit. Ok, donc le son est ok. L'image aussi, j'espère. Mieux qu'à la télé, c'est intéressant, c'est bien. Bon, le côté vidéo aussi, tout va bien? C'est parfait. Bien, je vous propose qu'on commence maintenant. Bienvenue donc sur ce premier webinar de l'année pour ConnectWave. C'est un webinar pour lequel on a le plaisir de vous accueillir, qui va parler d'un sujet extrêmement d'actualité, extrêmement central autour de la sécurité et de l'efficacité dans les établissements de santé. Et en particulier, comment l'IoT, comment les objets connectés peuvent faciliter la vie dans ces établissements. Avant toute chose, je suis Olivier Debelex, je travaille pour WiseKey, donc qui est une société qui fait de la sécurité digitale, et accessoirement, et c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, je suis le président de ConnectWave depuis l'année dernière. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, je vais vous parler vite fait de ConnectWave et de ce qu'on fait. J'espère que vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Pas de souci, tout le monde voit bien. Bon. Super. Donc quelques mots au sujet de ConnectWave. Donc ConnectWave, c'est une association loi 1901 qui a été créée déjà il y a 13 ans, je crois, qui a été créée sous le patronage du ministère de l'Industrie à l'époque, et qui a pour vocation d'aider en fait les entreprises qui sont de près ou de loin concernées par les problématiques d'objets connectés et plus principalement de la vie de ces objets et de l'identité digitale de ces objets. Donc c'est pour faciliter la vie de ces entreprises, pour en faire la promotion, à la fois sur les technologies et sur les cas d'usage. En quelques mots, en 4 points, en fait, ConnectWave, donc comme je le disais, on se situe autour de la vie digitale des objets et de leurs identités, que ce soit pour de la traçabilité, pour de la communication entre les objets dans différents domaines d'application. Ça peut être industriel, ça peut être, comme on va le voir bientôt d'ailleurs, dans le domaine de la santé et bien d'autres. Donc voilà, on discute, on travaille autour de ça. C'est aussi, et c'est principalement, je dirais, un réseau de 10 000 sociétés, voire un peu plus de 10 000 sociétés aujourd'hui, qui est du coup un formidable vecteur de communication, un porte-voix pour nos adhérents, puisque ça permet donc de relayer des informations, les actualités des adhérents en l'occurrence, et puis tout un tas d'informations sur le marché. La communication, c'est un élément central. La communication, c'est beaucoup d'événements. En particulier, l'année dernière, on a fait des événements, que ce soit des salons virtuels, des webinars, de la publicité, des envois de mails, etc., etc. On est très actifs, et Mélanie en particulier est très active sur le sujet. Globalement, on a pu toucher environ 1000 participants l'année dernière à ces événements.
Et puis, globalement, c'est une centaine d'adhérents cette année, donc, qui représentent tous les domaines de l'IoT et qui sont situés un peu partout en France, ce qui nous donne une couverture régionale importante et qui participe, bien entendu, à cet axe stratégique qui est pour nous de renforcer encore ce tissu régional en créant des pôles de ConnectWave dans les différentes régions, avec une première région qui sera la région Auvergne-Rhône-Alpes. En quelques mots, les activités, les services et les actions qu'on mène, ils s'articulent autour de 3 C, donc les contenus, les connaissances et la communication. En termes de contenu, plusieurs choses, donc les webinars, on en a un certain nombre d'organisés déjà sur l'année. Je vous invite d'ailleurs à vous connecter sur le site web de ConnectWave et vous pourrez voir que la liste de ces webinars auxquels vous pouvez bien sûr participer en tant qu'adhérent et que vous pouvez regarder en tant qu'auditeur simple. On a un certain nombre de workshops aussi qu'on est en train de lancer autour de différentes problématiques. Donc, on va en faire un par mois. Quelque chose d'assez nouveau, on organise aussi des tables rondes pour mettre en valeur donc les expertises, les nombreuses expertises, que ce soit en termes de technologie ou en cas d'usage de ces technologies, les expertises qu'on a dans la maison. Ces expertises, on a commencé déjà à les écrire autour de livres blancs, donc avec un premier livre blanc qui va être rédigé autour de problématiques de traçabilité de matériel informatique en particulier, mais pas que. Donc voilà, ça c'est aussi un axe qui permet de communiquer et qui permet de montrer qu'on a beaucoup d'experts dans la maison. En matière de connaissances, c'est beaucoup de formation. Je vous rappelle quand même que ConnectWave est un organisme de formation agréé et on a donc un certain nombre de formations déjà sur étagère qu'on est en train de compléter au fur et à mesure. Du consulting, que ce soit en termes de technique ou en termes commercial, donc on a des gens qui peuvent vous aider à développer votre business ou qui peuvent vous aider à répondre à des questions techniques que vous pouvez avoir. On a également des études de marché qui sont disponibles. Et en termes de communication, donc pas mal de choses, comme je le disais, sans insister dessus, donc à la fois des événements, de la publicité avec un pack publicité qu'on a introduit il y a peu, donc qui vous permet de communiquer auprès de ces 10 000 sociétés que nous pouvons adresser. Et enfin, last but not least, comme on dit en français, des appels d'offres qu'on peut véhiculer. Et donc, dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a transmis donc, un appel à manifestation d'intérêt d'une petite société qui s'appelle Le Grand et qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos adhérents et pas que. Voilà en quelques mots ce qu'est ConnectWave. Et maintenant, sans plus attendre, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment apporter plus de sécurité et d'efficacité dans les hôpitaux grâce à l'IoT. Comme je disais, c'est un sujet extrêmement d'actualité qu'on voit à la fois abordé dans le cadre de la récente campagne électorale. On entend souvent parler dans les médias de cyberattaques sur les systèmes informatiques des établissements de santé. On entend régulièrement des problèmes liés au manque de personnel ou des problèmes d'ordre personnel, on va dire. Des problèmes financiers également. On a beaucoup parlé d'EHPAD aussi, et pas que en bien. Voilà, donc un sujet qui est extrêmement que et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est que au travers des solutions donc objets connectés que nos adhérents peuvent proposer, on peut régler donc un certain nombre de problèmes. Les enjeux sont des enjeux principalement de santé et bien entendu l'objectif numéro 1 est d'améliorer considérablement, si possible, le service de santé et la santé des patients. C'est aussi des enjeux
au niveau de la gestion. Donc, alors, la gestion, c'est un large thème. Ça peut être la gestion des patients, la gestion des soignants, la gestion des matériels. Il y a beaucoup de matériels dans les hôpitaux qui sont extrêmement importants et dont la maintenance en particulier est extrêmement importante. La gestion des médicaments. Enfin bon, il y a tout un tas de problématiques autour de la gestion qu'on peut adresser au travers des objets connectés. Et puis enfin, et bien entendu, et tout ça est lié, ce sont aussi des problématiques financières où l'objectif, c'est de faire mieux, si possible, avec moins, ou en tout cas avec pas plus. Voilà. Pour discuter de tout ça et de bien plus, j'en suis persuadé, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table virtuelle Sophie Tron, qui est présidente et fondatrice d'une société qui s'appelle GoToIoT, qui est une société qui propose des solutions, et en particulier une solution connectée pour fournir des services d'assistance et de prévention à la personne, et qui a développé en particulier quelque chose qui s'appelle Sentinel Care, avec peut-être une orientation un peu EHPAD. Bref, Sophie va nous en dire un peu plus très bientôt. Elle est accompagnée de Geoffrey N, qui, lui, travaille pour la société STID, qui est une société donc, qui s'occupe de la sécurisation et on va dire de la facilitation, bref, de la simplification, ça sera plus facile, de la supervision des flots et des processus industriels en environnement extrême. Donc, à la fois GoToIoT, STID et une dernière société qui s'appelle TTS, qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est contrôle d'accès et sécurisation des réseaux. Ces trois sociétés vont nous exposer ce qui a été fait de merveilleux dans le domaine et pour illustrer donc le sujet du jour. Nous avons également le plaisir d'accueillir Vincent Lay, qui travaille, lui, pour la société Apitrac, qui est basée sur Grenoble, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est une société qui, depuis l'année dernière, fait partie du groupe Paragon ID, une société qui est experte dans le tracking de tout ce qui est biens et personnes, et spécifiquement dans le domaine de la santé. Voilà, donc un panel très intéressant par rapport au sujet qu'on va développer. Ce que je vous propose, donc, c'est des présentations assez rapides de 5 à 10 minutes de chacune des solutions et chacune des offres. À la suite de ça, on aura le plaisir de recueillir vos questions si vous en avez, et puis j'aurai moi quelques questions à poser effectivement à ces intervenants pour essayer d'animer et de compléter le plus possible la connaissance sur ce sujet. Si tout le monde m'entend et si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous propose de commencer dès maintenant et puis ben, je vais rendre la main. Sophie, d'ici peu de temps, si j'arrive à retrouver mon écran, effectivement, voilà, c'est ça. Voilà. La parole est à Sophie. Merci Olivier. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un cas d'usage autour d'une problématique rencontrée dans les EHPAD. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On le voit. Voilà, donc je ne vais peut-être pas me représenter. Donc Sophie Tron, fondatrice de GoToIoT sur le secteur de la santé, du textile et de la logistique. Et je suis accompagnée par un fournisseur d'équipements STID et puis mon partenaire Trafic Transport Sûreté. Peut-être que Geoffrey, tu veux te présenter? Donc Geoffrey ici, bonjour. Pour ceux qui n'ont pas l'immense chance de me connaître, donc je suis Geoffrey Henné, je vais représenter aujourd'hui STID. Je vais prendre la parole quelques instants du coup pour présenter rapidement STID. En ce qui me concerne, je suis ingénieur en radiofréquence, donc je gravite autour de la RFID depuis pas mal d'années. J'ai eu le plaisir de travailler chez ConnectWave aussi, même si à l'époque c'était un nom différent, pendant 3 belles années.
Et depuis 8 années maintenant, je suis chez STID. Et donc, on est concepteur et fabricant, à l'entreprise a grosso modo 25 ans. On est concepteur fabricant de systèmes d'identification sans contact au sens large. Donc, on va parler de beaucoup de RFID pour les applications identification de personnes, identification de véhicules et traçabilité d'objets sensibles au sens large, beaucoup pour les domaines industriels qualifiés de sensibles, hein, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. Voilà. Et donc, je représente Serge Gravis, de la société, directeur de la société Trafic Transport Sûreté, qui a apporté son expertise technologique en tant qu'intégrateur de solutions de sûreté, en particulier le contrôle d'accès, dont c'est le sujet qui suit. Pour le contexte, en fait, il s'agissait de répondre à l'appel d'offres d'un EHPAD, et en fait, qui est une problématique rencontrée dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Et ce problème est en fait lié à l'errance des personnes qui sont sujettes à des troubles cognitifs, notamment des troubles Alzheimer. Ces personnes se lèvent la nuit, donc ça occasionne beaucoup de confusion parce qu'elles rentrent dans les chambres de leurs voisins, des confusions, des blessures. Et également, pour le personnel de santé, c'est du stress, c'est des difficultés de gestion et des interventions peu efficaces. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif satisfaisant pour régler l'errance de ces personnes et les erreurs de chambre que ça génère. Et nous avons mis en place dans un premier établissement une solution basée sur la gestion d'accès pour éviter ces erreurs, qui utilise la technologie RFID-UHF. Cette solution donc s'appuie sur des étiquettes qui sont mises en place dans les vêtements des résidents, des personnes. Et lorsque les personnes se lèvent la nuit, celles-ci souhaitant rentrer dans la chambre de leurs voisins, elles ne pourront pas parce qu'elles n'ont pas les droits d'accès. En revanche, lorsqu'elles se présentent devant leur chambre, celle-ci s'ouvrira puisque c'est leur chambre. Donc, cette solution s'appuie sur la technologie RFID et notamment les équipements proposés par STID, des lecteurs et des antennes, et sur le logiciel développé par TTS, qui est la brique centrale que nous avons personnalisée pour répondre à cette problématique. Je vais laisser la parole à Geoffrey pour qu'il puisse présenter cette technologie installée dans ce premier EHPAD. Merci Sophie. Donc je reprends la main, on va essayer d'être le plus clair possible dans le temps imparti. Donc la solution, vous l'avez compris, s'appuie sur la technologie RFID. On va avoir trois principales briques dans cette solution. On va avoir, comme souvent sur les applications RFID, des tags RFID, UHF. On va avoir des lecteurs forcément associés, UHF et HF, on va le voir un tout petit peu après. Et une solution, bien sûr, logicielle, qui va être l'intelligence de tout ça et qui va permettre de piloter les lecteurs et de déverrouiller les portes en fonction des droits. Vous avez un petit schéma sur la partie droite de la slide qui illustre très bien les choses. Sophie en a un petit peu parlé. Les résidents vont être amenés à circuler, évidemment, dans les allées. Lorsqu'un résident se présente à proximité, pareil, je vais y revenir, de sa porte, mais même d'une autre porte, il va être identifié à distance. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais en RFID UHF, voilà, on va avoir quelques mètres d'identification en fonction du réglage du lecteur et des tags eux-mêmes. Et donc, lorsque le résident va se présenter, le lecteur va identifier le tag, donc indirectement le résident, va venir aller dialoguer avec le système logiciel qui contient vraiment les informations sur qui a le droit de pénétrer à quel endroit. En fonction des droits, évidemment, le système va envoyer une commande pour ouvrir la gâche électrique, finalement pour ouvrir la porte. Donc, comme l'a dit Sophie, moi, Geoffrey, je rentre dans ma chambre, mais je ne rentre pas dans la chambre de Sophie, pour le coup, parce que je n'en ai pas les droits. Donc, cet accent sur les vêtements, vous l'avez compris. Les lecteurs, eux, et les antennes, voilà, on sait, c'est souvent un couple lecteur-antenne, vont se trouver en fonction de la topologie des lieux, forcément dans les couloirs, bien souvent dans les faux plafonds. La RFID UHF a cette capacité de passer à travers la matière, sauf si elle est métallique, donc bien souvent, on peut installer ça de manière très discrète dans les faux plafonds. La distance de lecture, l'idée est de lire le résident de manière confortable, mais pas trop loin non plus. Donc, on ne veut pas ouvrir une porte lorsque simplement on passe dans les couloirs ou lorsque la personne est un peu trop loin de sa porte, pour éviter les ouvertures intempestives. Donc, on va calibrer tout ça en fonction de l'environnement proche.
et arriver à régler le matériel RFID. Là, on touche plutôt à l'expertise terrain, de manière à ce que vraiment la performance soit en adéquation avec l'environnement et la distance de détection souhaitée. Ça, c'est pour la partie RFID UHF. Toute petite précision, encore une fois, c'est peut-être des évidences pour certains, mais on est sur de la RFID UHF qu'on appelle passive. Donc, par passive, on entend des tags qui sont non alimentés et qui n'ont pas d'émetteur, ce qui signifie que ces tags, ils n'ont pas besoin de maintenance au quotidien, ils ont une durée de vie très importante. Donc, une fois qu'on l'a mis sur un vêtement, on ne s'en soucie plus. Hein. Le tag va vivre sa vie, il va pouvoir passer en machine, etc. Petite autre précision hein, sur les lecteurs, hein, vous l'avez vu, sur la partie gauche en bas de la slide, vous avez un petit lecteur que peut-être certains connaissent, hein, c'est un lecteur de contrôle d'accès très standard. Donc là, on est sur de la RFID HF, 56. Donc vraiment très champ proche. Ces lecteurs vont servir plutôt au personnel soignant. Donc ces gens-là vont devoir badger sur la porte d'un résident pour pénétrer dans la chambre. Là, on ne veut pas que ces gens-là, le personnel puisse circuler et ouvrir un peu toutes les portes lorsqu'ils circulent dans une allée. Donc on va leur demander un geste volontaire pour venir ouvrir la porte, ce qu'on ne veut pas demander aux résidents pour le coup. Je pense avoir grosso modo fait le tour, hein. C'est très général, mais petite précision aussi que je pense avoir omis, c'est que la présence de ces antennes permet aussi de détecter l'entrée, bien sûr, mais aussi la sortie d'un résident de sa chambre. Ça peut être des données métiers vraiment importantes de savoir qu'un résident est sorti de sa chambre. Voilà. Parfait. Merci Sophie et Geoffrey. On va passer, si vous voulez bien, lâcher l'écran et on va passer à Paragon et donc Vincent qui va nous exposer un peu ce que Apitrac fournit en la matière. Oui, merci. Donc bonjour à tous, je suis Vincent Lay, je suis le fondateur de la société Apitrac. Donc, comme on le disait, qui a rejoint le groupe Paragon ID l'été dernier, l'été 2021. Et donc, on est en train de bâtir une business unit mondiale qui s'appelle RFID Discovery, donc qui se base sur une expertise et beaucoup de références au Royaume-Uni, plus notre savoir-faire logiciel en termes de géolocalisation et de tracking. Alors, malgré son logo, il ne s'agit pas que de RFID. Donc, on est sur une plateforme logicielle en mode SaaS qui est multi-technologie. Donc, elle est alimentée par de nombreuses technologies de tracking et de géolocalisation. Hein. Il y a du RFID, il y a du Bluetooth, du Wi-Fi, du GPS, LoRa, Sigfox, tout ce que vous voulez. Et derrière, on va aller adresser des problématiques métiers qui seront toujours dédiées au suivi, au tracking des biens et des personnes, que ce soit dans la santé, mais également dans l'industrie. Donc, on est présent dans... alors, nous, on a un bureau en France, on a un bureau à Grenoble, à Argences-sur-Saudre, à Paris, et dans le monde, c'est UK, Allemagne, USA. Voilà. Donc ça, je vous passe rapidement parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment apporter de la sécurité dans les hôpitaux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a une expérience assez... En fait, on a 75% de notre chiffre d'affaires au niveau des RFID Discovery vient des hôpitaux et de la santé. Donc, on commence à avoir beaucoup de recul sur les besoins dans la santé et dans les hôpitaux. Et donc, je vous ai sorti en fait deux grosses catégories quand on parle d'IoT dans la santé. Dans la sécurité, on parle de la sécurité du patient et la sécurité de l'hôpital. Donc, sécurité du patient, moi, ce que je vois le plus, c'est augmenter les taux de maintenance du matériel médical. Donc, en fait, en géolocalisant, en traquant le matériel, il y a un impact direct sur les taux de maintenance. Et du matériel de bonne qualité bien maintenu, c'est de la sécurité immédiate pour les patients. Donc, on peut voir dans la presse, dans les faits divers, beaucoup d'accidents qui sont liés à une pompe à perfusion mal maintenue, mal réglée. Et ben, voilà, si le médicament vient trop vite ou trop lentement, il y a des conséquences directes pour le patient.
Deuxième point sur la sécurité du patient, c'est suivre les mouvements de matériel pendant une crise sanitaire. Donc, on l'a vu sur ces 2 années de Covid, il y a énormément de mouvements de matériel entre les services. Et sur une crise, ça peut être assez sensible de savoir où se trouve le matériel pour réagir rapidement et redéployer des capacités d'hospitalisation rapidement. Donc, typiquement, créer des nouveaux services de réanimation et de soins intensifs. Et enfin, sur la sécurité du patient, il y a la surveillance de la chaîne du froid des médicaments. Donc ça, on reste dans le scope IoT, donc c'est des objets connectés. Donc nous, on utilise beaucoup les objets LoRa Sigfox sur la surveillance de la chaîne du froid. Et donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a finalement assez peu de frigos dans les services de soins d'un hôpital qui sont surveillés en temps réel sur la chaîne du froid. Donc voilà, c'est une perte, ça peut être une perte de qualité pour les médicaments qui y sont stockés, ça peut aussi être une perte financière, puisqu'un frigo de médicaments, il y a facilement 20 000 € de médicaments dedans dans un service de soins. Sécurité de l'hôpital, donc de l'organisation hospitalière. Donc je vous ai mis 3 points. Protéger le personnel contre les agressions. Donc ça, c'est quelque chose de malheureusement très très courant dans un hôpital. Des urgences ou des services d'accueil, de consultation, de psychiatrie qui sont bondés avec des temps d'attente très longs, des patients, des familles qui s'énervent. Donc là, on a beaucoup d'agressions et de violences aux urgences, pour Et donc nous, on a fait des solutions pour avoir des badges connectés, pour le personnel et donc pour alerter en cas d'agression. Deuxième point sur la sécurité de l'hôpital, diminuer les coûts pour maîtriser et sécuriser son budget. Donc là, on est sur de la sécurisation économique, mais c'est tout aussi important. Donc quand vous traquez le matériel, quand vous géolocalisez tout en temps réel, vous êtes capable de faire des inventaires. En fait, vous baissez les coûts aussi bien fixes, mais aussi opérationnels d'un hôpital. Et finalement, vous sécurisez l'hôpital puisque vous avez une meilleure maîtrise du budget, une meilleure performance logistique et du coup, plus de sécurité pour le patient. Et enfin, lutter contre les vols de matériel. Donc, l'IoT permet ça. Donc, nous, on a des trackers GPS qu'on met dans des dispositifs médicaux onéreux. Et donc, on a des alertes en cas de sortie de zone. Donc voilà un petit peu les gros points que je voulais partager avec vous sur la sécurisation des hôpitaux. Je vous passe très rapidement, et après je vous laisserai plutôt poser des questions, je vous passe très rapidement les zooms sur chaque module. Donc augmenter le taux de maintenance, en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on a des tags RFID passifs, les mêmes en fait que Steve a présenté sur les patients, sauf que nous on les met sur les machines, ce qui permet en fait au personnel de l'hôpital de passer avec ce genre de chariot. Donc là, cet ingénieur passe dans un service d'urgence avec un chariot, il détecte le matériel. Donc là, vous allez voir quelques lignes rouges. En fait, c'est du matériel dont la maintenance est périmée. Donc lui, tout de suite, il va pouvoir dire, voilà, je vous retire les 2 balances, les 2 pouces-seringues, les 2 OCG qui sont en rouge. Je vais les ramener à l'atelier et je vous les ramène en bon état. Donc ça, c'est hyper sécurisant pour tout le monde. Sur le mouvement donc en cas de Covid, donc là, nous, on a eu beaucoup de demandes sur la crise Covid, sur tracking de respirateurs et d'ECG et de tout le matériel qui est autour du patient dans les services de soins intensifs et de réanimation. Donc là, nous, on a des trackers, des petites puces Bluetooth qu'on met sur le matériel médical. Et donc là, vous avez en temps réel, sur un logiciel, la position de tout votre matériel. Donc là, c'est un gain de temps énorme pour le personnel soignant et on sait qu'ils en ont besoin vu leur charge de travail et les sous-effectifs dont on connaît, quoi. Surveiller la chaîne du froid, bon là je vous en ai parlé, c'est du tracking de température avec des alertes si la température dépasse ou est en dessous d'une certaine fourchette. Protéger le personnel contre les agressions.
Donc là, vous voyez, alors vous ne le voyez pas forcément bien, mais le personnel a des badges autour du cou, un peu comme voilà, un badge au bout d'un lanyard. En cas d'agression ou en cas de situation un peu chaude, on appuie dessus. Il y a un gyrophare qui se met à biper côté PC sécurité, PC médical, avec un logiciel et le badge géolocalisé en temps réel. Donc les collègues peuvent intervenir rapidement pour calmer la situation. En général, on n'attend pas l'agression avant de cliquer. On clique un peu avant quand ça commence à chauffer pour baisser la tension. Ça, c'est quelques chiffres sur sécurisation du budget, qui est quand même hyper important de nos jours. Donc là, par exemple, alors ça, c'est sur un exemple anglais. À Cambridge, on a calculé une réduction, une économie de 175 000 pounds, donc à peu près 200 000 euros, donc de surstock, du pur surstock du matériel. Donc en traquant le matériel, on a réussi à diminuer ce surstock. Et également diminuer de 100 000 pounds par an les locations de lits, parce qu'en fait, ils ont un système de location de lits, et notamment de certains lits pour obèses, pour personnes obèses. Et donc, en maîtrisant mieux son parc, on arrive à faire des gains significatifs. Et enfin, une petite photo pour finir avec mon petit tracker GPS qui est à l'arrière d'un échographe, bien caché, sous le capot, et on définit une zone autour de l'hôpital. Dès que le tracker sort de la zone, on est alerté en temps réel, SMS, voix et système d'alerte de l'hôpital. Voilà, merci pour le petit temps. Je vais libérer l'écran et te laisser la parole pour animer le jeu de questions-réponses. Merci Vincent. Effectivement, des solutions extrêmement intéressantes dans le cadre hospitalier et dans le cadre des établissements de santé. Donc, vous êtes tous invités à poser toutes les questions qui vous passent par la tête si le sujet demande des approfondissements sur certaines parties. Et pour vous laisser un peu de temps pour réfléchir à tout ça, moi, j'ai préparé quelques questions de mon côté qui vraiment me viennent à l'esprit. Dans tout ça, en fait, dans toutes ces applications de santé, on voit que c'est avant tout, bien entendu, l'humain qui doit être au centre des débats, au centre des apports. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est quels sont les bénéfices des différents systèmes pour vis-à-vis de l'humain, et en particulier donc d'un côté vis-à-vis des patients, forcément, vis-à-vis des patients ou des résidents quand on parle d'EHPAD, et quels sont les bénéfices également pour le personnel médical qui doit être aidé dans ses tâches au quotidien. Donc voilà, bénéfices des systèmes pour les résidents, pour les patients et pour le personnel. Sophie ? Oui, tout à fait. Merci de me redonner la parole. Donc, quels sont les bénéfices du côté des résidents? Ce sont des bénéfices très discrets puisque c'est une étiquette qui est placée dans les vêtements. Et donc, ça permet aux résidents d'aller et venir sans contrainte. Et c'est une solution qui n'entrave pas leur quotidien. Et notamment, ils ont juste, ils n'ont pas la préoccupation de fermer à clé leur porte, puisque cette solution, en fait, a pour objectif d'éviter les erreurs de chambre. C'est également une solution qui permet d'avoir des services personnalisés, main libre, puisque l'étiquette est sur le porteur. C'est très important pour ce type de population qui souffre de troubles cognitifs, puisque ils ne supportent pas donc tout ce qui est accessoires, bracelets, médaillons, et donc pour ne pas entraver leur liberté, ce système d'étiquette portée est tout à fait pertinente. Du côté du personnel médical, le logiciel que nous avons personnalisé est évolutif et sécurisé.
tous les services en fait sont centralisés sur une interface et avec cette étiquette placée dans le linge, nous pouvons gérer des zones, notamment lorsque la personne sort d'une zone ou entre dans une zone et elle se met en danger. Cela va avertir le personnel pour sécuriser cette personne et l'accompagner à nouveau vers des espaces sécurisés. Une étiquette dans les vêtements, c'est aussi gérer le linge, notamment la plupart des EHPAD internalisent leur blanchisserie et donc la logistique du linge, d'entretien, mais aussi de rangement, repérer les affaires égarées dans l'établissement, c'est une problématique que connaissent tous les établissements. Et économique avec ce système de lecteurs multi-antennes installé dans le faux plafond. Il s'agit d'une solution française, donc développée par Trafic Transport Sûreté, qui s'appuie sur une architecture de gestion d'accès qualifiée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, et l'AFNOR, est conforme à la CNIL et à la réglementation RGPD pour la protection des données. D'accord. On aura, je pense, l'occasion de revenir aussi sur ce sujet-là, qui, en matière de protection des données privées, qui est un sujet très important dès qu'on parle de mettre des objets connectés, de mettre de l'informatique pour la gestion de l'humain. Merci Sophie. Avant de passer la parole à Vincent, enfin je vais lui passer la parole d'ailleurs, mais on a une question de Gaël qui concerne donc la durée de vie des capteurs et pour toutes les applications qui sont présentées. Quelle est la durée de vie des capteurs et quel est justement, je pense que c'est le sujet de la question, quel est le côté fiabilité et le côté économique de ce genre de déploiement. Vincent? Alors, juste pour la question précédente, je voulais juste partager une anecdote. Un anesthésiste qui m'a avoué un jour que, faute de trouver un pouce-seringue adapté au patient, il a dû changer de traitement à la sortie du bloc opératoire. Donc le bénéfice du patient, il est très, très concret quand on parle de tracking et de géolocalisation de matériel médical. Pour ta question sur la durée de vie, c'est simple, hein, comme le disait Geoffrey, un tag passif UHF, c'est une durée de vie, alors c'est pas illimité, hein, mais c'est la même durée de vie qu'une étiquette code barre, donc c'est juste, ça s'use à force de le laver, mais ça résiste très très longtemps. Il n'y a pas de durée de vie. Après, nous, grosso modo, nos tags Bluetooth en géoloc active, on est sur des durées de vie qui vont être entre 3 et 7 ans, selon la taille du tag. Alors, rien à ajouter pour ma part sur la partie RFID. Hein. Par contre, je vois que Gaël a posé, Olivier, je prends la main si ça te convient. Non, ça ne me convient pas, mais vas-y. non, effectivement, c'est effectivement cette deuxième question de Gaël que je comptais vous poser sur les cas de fausse détection des tags dans le cadre des ouvertures du contrôle de l'ouverture des portes. Voilà. Effectivement, la question est pour toi. La question est pour moi. Je te remercie. Donc, rien à ajouter sur ce qu'a dit, sur ce qui vient d'être dit sur les tags passifs. Hein. Je pense que vous l'avez tous compris, ce tag-là, il a une durée de vie quasi illimitée, on ne peut que l'user. Je reviens maintenant sur les détections des portes. Donc, on est sur l'UHF. Intrinsèquement, l'UHF a capacité à détecter à plusieurs mètres. On peut aller jusqu'à 10, voire plus. Hein, ça dépend du tag et ça dépend du lecteur lui-même et de son réglage et de tout l'environnement. Après, c'est toute l'expertise terrain et que nous, on a depuis des années parce qu'on fait l'UHF depuis des années. On s'est efforcé de transmettre aussi à Sophie, Serge, à votre IoT et TTS dans le projet, d'arriver à bien calibrer un lecteur RFID en fonction de son environnement pour arriver à avoir la détection la moins intempestive possible. Donc, les fausses détections de portes peuvent arriver, je dirais, mais sont très rares dans le sens où le réglage est bon et là pour ça. Voilà.
On peut jamais dire jamais en UHF. Alors, je rajouterais aussi que sur place, lors des réglages que tu évoques, nous avons doublé le système de LED pour bien confirmer visuellement aux résidents que c'est bien sa porte qui va s'ouvrir. Et donc, ça renforce la signalétique et évite comme ça les erreurs. D'accord. D'accord. On a touché du doigt un sujet qui est extrêmement important, qui est le sujet effectivement de la sécurité, alors dans le sens sécurité des patients, mais aussi sécurité des données. En termes de cybersécurité, de protection des données personnelles, qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de ce genre de solutions qui disent que ben voilà, s'il y a des informations personnelles, forcément un jour ou l'autre, elles vont être hackées par des hackers ou via des ransomware dont on entend parler régulièrement aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis des choses en place et si oui, quoi et comment vous pouvez rassurer ces personnes qui se posent ce genre de questions? Sophie, peut-être? Oui, alors effectivement, notre solution est une solution on-premise, c'est-à-dire qu'elle est hébergée sur les serveurs de l'établissement. Donc, rien ne sort. Seul l'administrateur du logiciel, qui est le directeur, hein, qui va piloter son tableau de bord, va avoir accès. Donc, rien ne sort et cette sécurité a été validée par l'ANSSI. Et pareil pour les données personnelles qui sont hébergées et sécurisées. D'accord. Vincent, vous avez des choses particulières dans ce domaine-là? Le sujet est assez vaste, puisque quand on parle de sécurité informatique, en fait, il faut surtout, enfin, il faut se poser la question, quand on se pose ces questions-là, on se pose toujours la question de la surface d'attaque et de la profondeur de l'attaque. Donc la surface, c'est qu'est-ce que j'expose au hacker, et la profondeur ou la criticité, c'est est-ce que je suis sur des données sensibles. Et en fait, nous, dans nos usages, on a très peu de surface d'attaque, puisque déjà, voilà, on ouvre, alors soit on fait on-prem, soit on fait cloud, mais il y a quasiment qu'un seul flux de données qui rentre et qui sort. Et la criticité, pour l'instant, nous, on s'arrange toujours pour manipuler des données qui sont non personnelles, non médicales. Donc, on va passer par des identifiants intermédiaires si jamais on travaille avec des patients, par exemple, ou du personnel. Et on s'en sort comme ça, en fait. On essaye de limiter les attaques comme ça. Après, il faut quand même aussi constater que c'est une crainte légitime de la part des hôpitaux. C'est une crainte légitime. On a vu, et notamment nous, voilà, on travaille beaucoup avec NHS au Royaume-Uni. Ils ont eu des attaques massives qui causent des millions d'euros de pertes. Donc c'est quand même un sujet qu'on prend très au sérieux. Et après, c'est vrai que dans un groupe comme Paragon, qui est un groupe industriel, on est très sensibilisé à ça, puisque voilà, c'est sûr que la sécurité IT en milieu industriel, je pense aujourd'hui, est supérieure à la sécurité d'un hôpital. D'accord. D'accord. Et le fait d'amener des objets connectés, donc quelque part d'élargir le périmètre de l'IT, comme on dit en français, c'est-à-dire de tout ce qui est système informatique. Est-ce que ça risque pas justement de créer des vulnérabilités supplémentaires dans le traitement des données? Sophie? Alors, par exemple, se connecter à d'autres applicatifs, et notamment on se connecte sur un logiciel, pardon, de dossier de soins pour récupérer
les caractéristiques du résident, puisque on a des fiches de résidents pour gérer les accès, et donc il était pertinent de récupérer les identités pour gérer ces accès de ce logiciel de soins. Et donc là, nous avons travaillé avec l'éditeur pour mettre en place des sécurités particulières. Donc là, c'est une ouverture, mais contrôlée. D'accord. D'accord. Vincent, à cette question donc de l'aggravation, on va dire, de la situation de la sécurité informatique, vous avez des choses à ajouter ou ça correspond à peu près à… Non, bah encore voilà, nous, notre stratégie, c'est vraiment d'avoir une sécurisation, mais qui commence chez nous, en fait. C'est aussi des procédures internes hein, qui sont importantes. Pour information, Paragon ID est certifié ISO 27001, donc sur la sécurité de l'information. Donc c'est quand même une marque de confiance assez reconnue quand on discute avec des acteurs comme les hôpitaux. D'accord, d'accord. D'un point de vue général, donc après effectivement avoir parlé de l'humain, on peut continuer sur le sujet on va dire endémique des sous-effectifs dans les applications et dans les établissements de santé. En quoi vos solutions respectives peuvent améliorer les choses? Vincent? Nous, sur les sous-effectifs, clairement, nous, ce qu'on vend, c'est du gain de temps. Mais le cas d'usage principal, c'est de la géolocalisation de matériel médical. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une infirmière passe près d'1 heure par jour à chercher du matériel médical, quoi. Donc là, c'est assez immédiat, quoi, hein, comme gain pour répondre à ta question de sous-effectifs. Ça va, j'ai compris. Sophie, dans le cadre des EHPAD, je crois qu'il y a des problématiques qui sont encore un peu particulières, non? Oui, tout à fait. En fait, le personnel soignant a des tâches d'assistance et de sécurisation des espaces qui occupent à peu près 80% de leur fonction, ce qui est énorme. Alors avec un système comme cela où justement la technologie renforce cette partie-là, ça accorde plus, ça libère du temps aux soignants pour accorder plus de temps à la relation humaine. Et ça, c'est vraiment important. C'est gérer tout ce qui est automatisme par des systèmes comme le nôtre pour accorder la valeur humaine de la relation et fluidifier et sécuriser les parcours de chacun. D'accord, ok. Au niveau de votre système, là, côté GoToIoT, STID et TTS, vous avez des étapes de développement qui sont prévues, c'est déjà opérationnel complètement Alors oui, je peux peut-être partager à nouveau mon écran. S'il y a quelque chose sur le sujet, oui. Voilà. Donc, effectivement, les prochaines étapes, donc aujourd'hui, comme je le présentais, c'est un logiciel d'accès qui est hébergé en local et on peut voir l'interface qui mutualise et centralise les services avec des indicateurs d'incidence sur la droite. Et puis, ces fameuses fiches des résidents qui ont été synchronisées grâce à la connexion de ce logiciel de dossier de soins. Demain, nous souhaitons développer, demain c'est 2022-2023, nous travaillons sur des services d'assistance et de prévention sur un modèle cloud, software as a service, pour fournir des services de maintien à domicile et notamment auprès de services, auprès de résidences autonomie. Ces résidences autonomie est un marché en expansion dans l'immobilier et notamment sont conventionnés avec les EHPAD qui apportent des services de soins, des services d'assistance relais.
Et donc, ce système hébergé sera porté donc, sur le cloud et sera hébergé et interopérable pour s'ouvrir à des équipements tiers, avec toujours cette préoccupation de sécurité des données, puisque l'hébergeur sera certifié données de santé pour pouvoir apporter ses services aux soignants, entre le soignant et les résidents autonomes qui sont des personnes âgées et qui n'ont pas lieu d'être dans les établissements EHPAD. D'accord. Et il y a également Steed qui a développé des solutions sur mobile à partir de Bluetooth pour gérer ses accès. Et donc l'idée, ce serait justement d'apporter des gestions d'accès mobiles à ces résidences autonomie, aux proches, au personnel médical de l'EHPAD qui vient apporter ses services de soins et aux agents techniques. Exactement, mais ouais. C'est ça, merci Sophie. Effectivement, en complément de ce que tu viens de dire, qui est tout à fait juste, que ce soit sur les lecteurs d'accès, donc qu'on appelle architecte, ou les lecteurs UHF qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Spectre, dans les deux cas, dans les nouvelles générations, on va toujours avoir de la RFID évidemment, mais du Bluetooth, qui permet d'interagir avec un téléphone, comme l'a dit Sophie, et ce qui permet de pouvoir gérer ce qu'on va appeler des badges virtuels, donc, qui permettent d'envoyer un badge à un proche. L'exemple est très bon, qui peut être un accès permanent sur un jour donné, ou alors des accès permanents pour du personnel médical, ou encore une fois des accès restreints à certains agents. Donc voilà, le téléphone va devenir, pourra en tout cas, on espère devenir l'élément central de la gestion des accès, que ce soit pour les personnels ou les proches. D'accord. D'accord. Alors, une autre question qui vient à l'esprit, du coup, et peut-être Vincent peut commencer à répondre sur ce vaste sujet. Quand on parle de traçabilité, de contrôle d'accès, de suivi un peu d'activité du côté du personnel médical, comment vous... bon, déjà, est-ce que ça pose des soucis d'ordre sociaux ou des soucis d'organisation? Est-ce que ça pose des problématiques de vie privée? Comment le personnel réagit donc généralement dans les hôpitaux, les établissements de santé en règle générale, à l'arrivée de ce genre de technologie? En général, plutôt bien. Vraiment plutôt bien, puisque c'est vu comme un confort, un gain de temps. Il y a même des hôpitaux qui mettent ça sur le budget de l'amélioration de la QVT, de la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment, en général, c'est bien accepté. Après, notre solution sur le personnel des urgences avec les badges, donc là, on est déjà un peu plus sur du tracking de personnel. Donc nous, on a une solution qui ne géolocalise pas en continu. Ça géolocalise uniquement quand on appuie sur le bouton, et ça pendant 15 minutes. Donc voilà, on l'explique bien, on prend le temps d'expliquer à l'ensemble du personnel, si besoin, même au syndicat. Et en général, c'est compris, quoi. C'est bien compris. On a eu une fois sur de la géolocalisation de brancards et de fauteuils roulants, on a eu un petit levé de bouclier sur un hôpital. Voilà, on va dire que c'est le seul cas où on a vraiment été un peu plus gêné. C'est vraiment sur du brancardage, puisque voilà, quoi, quand on géolocalise le brancard, finalement on sait quand le brancardier fait la pause. Alors, on ne sait pas quel brancardier, mais bon, voilà, c'est toujours un peu plus difficile, quoi. Alors, je voudrais compléter, oui, effectivement, nous, dans l'établissement dans lequel nous avons installé notre dispositif, le directeur ne souhaitait pas faire de géolocalisation, aussi bien côté résident pour les familles qui souhaitaient laisser l'autonomie et la liberté des allées et venues sans tracking, mais surtout le personnel médical qui est très syndicalisé dans ces établissements, et donc il n'y a pas de géolocalisation apportée par les tags.
Je voulais aussi apporter une petite précision sur le développement actuel. Donc, nous ouvrons en fait des services de prévention à la personne et notamment en développant des tags, des étiquettes augmentées de capteurs pour apporter du suivi sur ces personnes fragilisées. Je vous donne un exemple d'usage. Un exemple, notamment lorsqu'une personne a une montée en température la nuit dans sa chambre, elle n'est pas en capacité d'appeler sur son appel malade, l'étiquette va pouvoir alerter le personnel sur son DECT. Donc là, on a une connexion directe, immédiate, pour une intervention rapide, puisque la nuit, il n'y a que 3 soignants qui sont surveillants d'une centaine de résidents. Et donc, c'est très pertinent d'apporter un service immédiat sur ce type avec ce type d'étiquette à capteur. D'accord. Je vois qu'il y a deux questions là, Oui. Olivier. Effectivement, oui. Gaël, donc les tags Bluetooth, donc les GPS n'ont pas besoin d'être rechargés et ils nous remontent en temps réel leur niveau de pile. Donc là, je vous montre par exemple, alors je ne sais pas trop j'ai plein de fenêtres qui se sont apparues, je ne sais pas ce que vous voyez. On en voit une Ok. Bon, bah, où il y a voilà. une liste. Voilà, donc là typiquement, c'est dans une clinique, ça c'est la liste du matériel médical. Donc par exemple, et donc là j'ai les batteries en temps réel, quoi. Donc là c'est le voltage des batteries en temps réel. Et donc ça répond à la deuxième question que j'ai vue, qui est comment le personnel accède aux données de géolocalisation. Donc en fait c'est sur un site web, donc le site web qui est responsive, donc on peut l'ouvrir sur une tablette ou sur un téléphone. Et donc, il n'y a pas d'équipement supplémentaire à prévoir hein, pour avoir tout ça. Donc, le personnel ouvre sa page, un site web classique, login, mot de passe, et puis on a accès. Alors après, évidemment, il y a des petites subtilités. Hein, on peut avoir accès, par exemple, au matériel que de son service. Et donc, c'est assez simple d'accès, quoi. D'accord. D'accord, merci pour ces réponses. On arrive à la fin de ce webinaire. Il y avait beaucoup d'autres questions à poser sur ce sujet, à la fois d'actualité et très complexe. On aurait pu parler, par exemple, de la nouvelle réforme sur l'audit des comptes publics et en particulier sur les implications que ces technologies peuvent avoir sur les économies qui sont réalisées dans les établissements. Beaucoup de sujets techniques sur une économie qui est effectivement assez particulière, puisqu'elle touche à la fois l'humain et des échelles globalement financières très importantes. Donc voilà, c'est une illustration, encore une fois, de ce que les objets connectés et leur utilisation peut apporter dans différents domaines. Je tenais à vous remercier, Sophie et Vincent, Geoffrey, pour votre participation, pour votre témoignage extrêmement intéressant sur ce sujet, sur ce qu'on peut faire. Encore une fois, dans le cadre de ConnectWave, donc on lance à partir du 7 avril, du 6 avril plus exactement, auprès de nos adhérents, cette campagne pour la rédaction de guides d'usage sur différents verticaux, sur différentes technologies. Le domaine de la santé est un axe forcément très stratégique, à la fois pour ConnectWave et puis pour tout le monde. Donc forcément, on aura aussi un livre blanc sur l'utilisation de l'IoT dans les applications de santé. Et je fais un appel d'ailleurs à tous les volontaires qui souhaitent s'investir dans ces beaux projets de rédaction. Voilà, merci à tous, merci à nos auditrices, à nos auditeurs qui ont posé en particulier leurs questions et qui ont montré un intérêt à voir et à vous écouter.
Le prochain webinaire, j'en profite, le prochain webinaire aura lieu le 31 mars, donc c'est très très bientôt, c'est dans 15 jours, et on parlera d'un autre sujet d'actualité, mais dans un autre domaine, et qui nous touche tous, puisqu'il s'agira de la pénurie des composants électroniques et de savoir comment on peut continuer à produire malgré cette pénurie. Donc, si ça vous intéresse, vous venez sur notre site web et puis inscrivez-vous. Et je pense que, comme on l'a vu aujourd'hui, vous apprendrez certainement beaucoup de choses très intéressantes. Merci à toutes et à tous, encore une fois. Très bonne journée à vous. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors, à bientôt. Merci Olivier. Au revoir. Bonne journée.